Bonjour et merci infiniment de nous rejoindre encore en ce jour pour l'émission hebdomadaire Rencontre-Échange, nouveau numéro. Cette émission qui se veut être un échange d'idées à propos de faits de société qui se passent chez nous et toujours cette crise dont on ne trouve pas encore la vraie solution, le vrai chemin qui doit conduire à un dénouement heureux. Et pour en parler encore ce matin, M. Agbeome Messan Kodjo, il est donc mon invité avec son nouveau mouvement, le MPDD, le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, fraîchement porté sur le fonds baptismaux il y a cela une semaine. Monsieur Agbeome Kodjo, merci de notre invitation. C'est avec plaisir et je profite également de cette occasion pour saluer vos nombreux auditeurs qui nous écoutent en ce moment. C'est cela. Alors, première question, tout droit. Comment inscrire votre nouveau mouvement dans l'actualité politique du moment chez nous au Togo? En fait, nous avions prévu depuis longtemps donc, de procéder à un changement d'identification de notre formation politique, lié à l'histoire, lié à tout ce que nous vivons en ce moment. Et puis, bon, le samedi dernier, nous nous sommes retrouvés et nous avons donc porté sur les fonds baptismaux le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. La question est simple. Déjà, depuis octobre 1990, il y a eu des mouvements de revendication pour la constitution d'un état de droit, pour la justice sociale, pour l'alternance. Mais jusqu'à ce jour... Vous remontez en 90. Je remonte à 90 pour montrer que c'est dans la durée de ce combat-là, c'est un combat au long cours, mais les résultats du monde obtenus de toute façon sont assez mitigés. Et le combat encore continue. Il faut vous souvenir, depuis 5 octobre jusqu'à ce jour, est-ce qu'on peut faire le bilan du nombre de nos compatriotes qui sont passés de vie à trépas? Est-ce qu'on peut faire le bilan économique et financier? Est-ce qu'on peut faire le bilan du nombre de personnes qui sont handicapées à vie? Je crois quand même que la prise en compte de tous ces éléments-là devrait amener les acteurs politiques aujourd'hui à un peu plus d'humilité et un peu plus d'amour pour le pays. Et c'est pour cela que notre mouvement... En 90, vous étiez au RPT. Naturellement, peu importe. C'est-à-dire que je suis citoyen togolais et l'histoire se déroule devant moi. Et puis, en fait, donc, je crois que c'est Tocqueville qui l'a dit, que lorsque le passé n'éclaire plus le présent, et puis lorsque le passé n'éclaire plus le présent, donc l'esprit marche du monde dans les ténèbres. Je rappelle cela pour dire que tout ce mouvement-là, toute cette histoire que nous avons construite, donc de part et d'autre, devait nous amener aujourd'hui, face aux défis présents, de faire preuve d'humilité et de trouver une solution consensuelle qui permet de rassembler donc la nation. Et donc, nous, ce mouvement fait appel à tous les patriotes. Tous les patriotes. N'oubliez pas que le général de Gaulle n'a pas donné l'indépendance aux Togolais ou au peuple togolais, comme de moi, il a fait de moi à d'autres peuples. Parce que donc, l'année 1960, c'était l'année des indépendances. Oui. Ok, mais les Togolais, eux, ils ont obtenu leur indépendance en 1958. 2 ans auparavant. 2 ans. Ceci dit, ces patriotes-là, où qu'ils se trouvent donc, sur le territoire national, que ce soit donc du côté de toute façon de ceux qui n'ont pas trouvé leur place donc, au sein du parti au pouvoir, ou au sein du C14, ou au sein de toute façon de la population, qui nous rejoignent, pour qu'ensemble, nous puissions construire une stratégie audacieuse qui permette aux Togolais très rapidement de trouver le chemin de sortie des crises. Et donc, c'est ce que vous appelez les exclus des deux camps. Des deux camps. Et jusque-là, ceux qui... Et vous pensez directement à qui? Aux organisations, aux groupes formés ou constitués? Ça n'a pas d'importance parce que les patriotes sont, du moins, je dirais, un peu partout. Parce que la démarche, du moins de notre démarche, est transpartisane. Ce n'est pas dans un parti en particulier. Tous ceux qui se sentent concernés par la crise aujourd'hui, cette crise qui tue des gens, qui crée... Et qui ne trouvent pas leur place dans les deux camps. Qui ne trouvent pas leur place dans les deux camps, puisque de toute façon, il y a une preuve on a le sentiment que les deux camps, du moins, se sont engagés dans un dialogue dessous. Je pense que nous avons suffisamment de gens intelligents, de gens, engagés, des patriotes au Togo aujourd'hui, qui peuvent nous rejoindre pour qu'on puisse construire un projet alternatif qui permet de montrer au Togo d'aller de l'avant. Donc, au but définitivement enterré, changer d'état civil, d'identité au profit du mouvement patriotique. Oui, de toute façon, au but ne sera plus sur la scène politique nationale. Donc,
c'est sur les cendres, donc au but du moins, qu'a émergé donc le mouvement patriotique pour la patrie et pour la démocratie et le développement. C'est ça. Est-ce que c'est un rêve, une pensée, une idée d'Agbome Kodjo ou bien c'était une mûri pensée par les staffs, hein? Je crois que c'est en tout cas une demande du bureau politique. Il y a eu une résolution qui a été votée. Parce que bien souvent, on sait comment ça se passe, hein? C'est un leader qui se lève et qui donne de nouvelles orientations sans franchement consulter la base ou les instances du parti. Non, le parti ne fonctionne pas comme ça. S'il fonctionnait comme ça, de toute façon, tout ce qu'il a subi comme coup de boutoir de la part donc, de la classe politique, je dis la classe politique parce que nous avons subi des coups donc, au niveau du pouvoir en place, comme du moins du côté de l'opposition. Il vous souviendra que, bon, moi je prends les élections législatives de 2013, il est évident que ma place a été, en tout cas, que j'ai gagné donc, ce scrutin, mais on l'a donné à quelqu'un d'autre. Mais quand je criais au secours, je n'ai pas trouvé mes partenaires du CST. Mais mieux, le porte-parole donc, du parti au pouvoir déclaré dans une des radios répondant du moins à un leader donc, du CAR que lorsque vous nous accusez d'avoir triché pendant ces élections, mais lorsqu'on a appris, on a sucré donc à gauche, mais sa place on vous a donné, pourquoi vous n'avez pas refusé? Dans d'autres pays, la justice s'auto-saisit et on me restitue ma place. Bref, ça fait partie de l'histoire, mais nous avons subi beaucoup de coups, sans oublier du moins la fermeture abusive donc, du siège là pendant 4 ou 5 mois, en tout cas toute cette procédure judiciaire donc, contre Obus, ça a duré pratiquement donc, 8 mois. Et donc, n'eût été peut-être l'aveu peut-être involontaire donc, du magistrat destructeur, eh bien, de toute façon, on n'aurait pas ressuscité. Donc, bref, pour dire qu'on ne nous a pas fait cadeau. Donc, on sent là un relent de revanche hein, dans votre démarche. De la création de MPD. Oui, sur l'histoire. Je vais vous dire, en politique, si vous avez des sentiments de revanche, vous ne pouvez pas aller loin. Revanche contre qui? Vous savez? Et puis c'est à quoi qu'on n'a pas trouvé ni votre place, ni ici, ni là, et donc vous voulez... On n'a pas trouvé une place où, ni là, qu'est-ce que vous voulez? Et puisque vous parlez des exclus, c'est pas des protagonistes de la crise. Oui ou non, est-ce que le Togo se porte bien aujourd'hui? Ça, vous le constatez? Non, je crois que dans votre propre environnement, tous les jours, vous rencontrez les gens qui ont perdu leur boulot, les gens qui souffrent, les gens qui, tous les jours, de toute façon, se démènent pour pouvoir s'offrir un repas quotidien. Est-ce que cela ne vous interpelle pas? C'est ça. Nous, ça nous interpelle. Nous recevons des rapports tous les jours. Et nous disons, est-ce qu'il y a une autre manière de faire pour que nous puissions assurer de nous à chacun, en tout cas, son repas quotidien? Je pense que nous voulons, au travers de notre mouvement, faire émerger au Togo une république qui protège. Quand je dis une république qui protège, c'est à la fois dans tous les domaines, protection en tant que sécurité de la personne physique, sécurité des biens, et également de toute façon disponibilité, si vous voulez, dans les hôpitaux, du personnel de qualité, des médicaments de qualité, parce que au jour d'aujourd'hui, on a le sentiment parfois qu'on a laissé à l'abandon, parce que les services publics parfois de tout temps ne réagissent pas ou ne répondent pas au niveau du moment où on les attend. Donc, il y a quelque chose à faire. Et donc, il n'y a aucune revanche. Comment faire pour que le Togo progresse? Je pense quand même que c'est l'idée fondamentale qui a justifié la mise en place de ce mouvement. Et nous disons que c'est un mouvement. Ce n'est pas un parti qui fait appel à toutes les bonnes volontés. Ceux qui se sentent de toute façon interpellés par la situation et qui peuvent donc aider le Togo à retrouver le chemin, tous ces gens-là, nous leur ouvrons largement nos bras de venir, nous allons travailler ensemble. Et vous verrez que dans les semaines et mois à venir, les prouesses de toute façon que notre mouvement pourrait faire. Je voudrais également signaler que nous sommes campés, du moins dans l'opposition. Si demain, la C14 est en posture de déverrouiller cette porte blindée, soyez sûr de ce que le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement sera une force supplémentaire donc pour l'aider à réaliser cela. Parce que ce n'est pas C14 que nous voyons. Nous voyons le sort des Togolais, le destin de ce pays. Mais maintenant, si demain,
c'est le MPDD qui est en posture donc, de pouvoir trouver la solution pour les Togolais. Nous attendons la même solidarité, la même compréhension également du côté des autres mouvements qui sont en activité sur le territoire national. C'est ça. Et c'est UNIR qui est en posture, en bonne position? Non, c'est UNIR que nous combattons, appelons les choses par leur nom. UNIR est resté au pouvoir pendant longtemps et nous considérons aujourd'hui du moins que UNIR n'apporte pas de réponse suffisante aux populations. Souvenez-vous ce qui s'est passé le 19 août 2017. C'est lié au fait qu'à un moment donné, les gens considéraient que la vie devenait de plus en plus difficile. Je pense que UNIR même a pris conscience de ça. C'est pour cela que le mandat 2015-2020 a été décrété mandat social. Mais est-ce que, du moins, on a implémenté des politiques publiques assez fortes donc, par rapport donc, aux exigences donc, des populations, par rapport aux exigences de la situation et du défi? Je ne crois pas. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est sur cela. Donc, en tout cas, le mouvement que nous avons connu depuis le 19 a surfé. Donc, il y a une crise sociale. Il y a une demande sociale inassouvie. Bon, est-ce que le gouvernement a été au bout de ses efforts? Je ne sais pas. Mais est-il quand même qu'il y a beaucoup de frustrés dans le pays. Bien, merci. Rencontre ici un nouveau numéro. Guillaume Kodjo est mon invité. Il est le président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, nouveau mouvement formé il y a quelques jours. Et c'est avec lui que nous réfléchissons sur les voies et moyens pour résoudre la crise sociopolitique qui perdure chez nous au Togo. Alors, Président, dites-nous, avec quelle nouvelle vision vous entendez, n'est-ce pas, faire votre démarche pour trouver justement les solutions à la crise? Je crois que nous travaillons beaucoup en ce moment. Notre objectif est clair. Comment nous organiser pour donner une chance à l'alternance politique au Togo? Vous savez, au jour d'aujourd'hui, les gens comparent la gestion de Faure Gnassingbé par rapport à la gestion de son père. Il faut que demain, nous puissions comparer la gestion donc, du nouvel entrant, de celui qui va succéder à Faure Gnassingbé par rapport à ce que Faure Gnassingbé avait fait. Et donc, je crois que c'est ça aussi ce qui fait avancer dans un pays. On ne peut pas rester là, comme ça, de toute façon, dans le conservatisme, dire oui, il faut que ça change. Et je crois quand même que tous ces mouvements que vous voyez aujourd'hui, les gens de C14 qui sont aujourd'hui ou qui doivent être à Conakry participent. Il faut qu'il y ait une alternance. C'est l'alternance que donc vous êtes inscrit dans cette logique? Mais naturellement, d'une manière ou d'une autre, les gens disent que pourquoi il fait ça? Oui. Quand on crée un parti politique, c'est pour faire quoi? Et on a des idées, on veut voir ces idées prospérer. Et si ces idées prospèrent, on incarne du monde ces idées-là. Mais puisqu'on a entendu dire que vous êtes déjà dans la peau du président. Je crois que vous connaissez les Togolais. D'une manière ou d'une autre, moi j'ai dit, je ne m'excuserai pas de toute façon de dire que j'ai des ambitions. J'ai été aux élections présidentielles de 2010, 2015, j'ai été investi. Mais il y a un certain nombre de conditions et j'ai fait les démarches, ça n'a pas marché et j'ai présenté des excuses aux militants. Bon, je ne vois pas pourquoi je vais m'excuser il se voit dans la peau du président. J'ai été candidat et je ne suis pas sûr que c'est le vrai résultat qu'on m'a donné. Alors, donc on a vu ce qui s'est passé après. Pour quelqu'un qui a eu 0,00000000001, on ne peut pas sortir des chars et puis essayer de le détruire avec tout ce que nous avons connu. Tout le matériel mobilier du siège de tout un pourri. Est-ce que quelqu'un m'a remboursé? On nous a persécutés pour rien du tout. Et puis après, on dit que le procès politique, on a pris une décision politique. Depuis quand les magistrats prennent des décisions politiques? Alors il faut arrêter ça. Et donc, je dis, je ne m'excuserai pas, parce que je considère que j'ai les canons nécessaires. Voilà. Alors, parlons à présent de la crise et de la feuille de route. Alors, est-ce que vous considérez cela maintenant, désormais, dans ce nouvel élan que vous impulsez à votre action politique, et à la lecture que vous en faites désormais, est-ce que ça peut nous conduire à la résolution? La feuille de route, je crois quand même que c'est une bonne thérapie. Elle n'est pas suffisante, mais c'est une bonne thérapie. Qu'on puisse mettre en œuvre tout ce qui est écrit. Mais bon, quand on cherche à le voyer, vous savez, c'est aussi nous-mêmes. Moi, j'ai appris, et je crois que c'est des sources assez crédibles, qu'au lendemain de la feuille de route, le ministre Raphaël Louabokossi avait convié les protagonistes à venir au ministère de l'Intérieur. Les protagonistes du dialogue
et même d'autres formations politiques qui n'ont pas pris part au dialogue. Nous, dans notre formation politique, nous avons reçu l'invitation. 72 heures après, on dit que la rencontre est annulée. Je vais à la source demander, mais pourquoi vous faites des choses comme ça? On dit non. Vos amis de l'opposition disent que non, ils ne veulent pas discuter donc avec le gouvernement. Mais où est leur légitimité? Qu'ils attendent donc la CEDEAO. Je crois que c'est ces gens de choses. La CEDEAO ne vient pas remplacer le gouvernement togolais. La CEDEAO ne remplace pas le gouvernement togolais. La CEDEAO accompagne, éclaire. Si vous-même, vous donnez plus d'importance de tout à l'extérieur. Bon, ils sont partis à, comment je dirais, à Conakry. À Conakry. Bon, on est là, non? Nous sommes là. On viendra, on verra, on viendra les résultats qu'on amènera. Je crois que là-bas aussi, je crois que le président Alpha Condé donc cherche quoi? Un troisième mandat? En tout cas, il y a eu des mouvements, tout ça, là, il n'y a pas longtemps, on a vu. Bref, je veux dire que faisons-nous confiance. Organisons de toute façon, comment je dirais, un dialogue direct. Quand il y a un problème, on va en force. C'est le climat de méfiance qui a fait qu'on a dû faire appel à une médiation extérieure. Mais très bien, il n'y a pas de problème. Mais jusqu'à présent, moi j'entends, j'entends aussi ce que le peuple dit. Mais comme des fois, donc, comment je dirais, la C14 n'a pas demandé donc l'arrêt du processus donc, de recensement. Vous avez été écouté? Bref, vous avez été écouté? Pourquoi on ne peut pas discuter entre nous? Je ne mésestime pas donc, le rôle de la médiation, le rôle de la CEDEAO. Le Togo fait partie des pays qui ont imaginé, conçu, créé dans la CEDEAO. C'est notre bébé, c'est notre instrument. Nous sommes co-créateurs, co-fondateurs de la CEDEAO. Nous sommes attachés. Mais je dis, la politique, c'est là du possible. Il faut être réaliste. Que voulons-nous? Nous avons dit que le fichier de 2015 était pourri. Et qu'il y a du moins, mais comment je dirais, des électeurs fictifs dans ce truc. Pourri, contestable. Mais au nom de l'agenda républicain, nous avons accepté qu'on puisse faire les élections présidentielles avec. Mais maintenant, on dit de faire un nouveau fichier, de construire un nouveau fichier. Et c'est en ce moment-là que ça dit que, quelles que soient nos divergences au niveau donc de la CENI, moi je dis, je mets des gens. On délègue des gens, même si c'est un truc spécial, on délègue des gens pour suivre cela. Parce que vous allez faire quoi là maintenant? On va vous sortir le fichier. On va vous sortir le fichier, on va vous le donner. Oui, avec tout ce qu'on a vu comme problème, comme insuffisance, comme manquement dans la zone numéro 2. On va vous dire qu'on va corriger. Même dans la zone numéro 1, il y a des problèmes. Moi, j'ai fait des CRV. J'ai fait plusieurs CRV. Et j'ai mis des gens, j'ai des rapports. Mais il y a des pans entiers. Donc, des électeurs ou de nos populations qui n'ont pas été enregistrés. Si ce n'est pas devant qui tombe en panne, ceci, il y a des pans entiers. Je ne dis pas cela pour dire qu'au niveau de la CENI, il n'y a pas d'effort. Ces genre d'opérations, je les connais tout petit peu. C'est assez délicat. C'est assez délicat. Mais dire que n'allez pas vous enregistrer. Nous ne sommes pas là, comme nous ne sommes pas là, n'allez pas vous enregistrer. En fait, le recensement est un acte administratif. Ça ne devait pas faire l'objet de politisation, qu'il faut aller, il faut pas. C'est comme une pièce d'identité. Vous ne pouvez pas refuser à un citoyen, en acte de voter, de ne pas disposer de nous, qu'ils aient leur carte. Si on demande des élections, vous êtes... C'est les conditions d'organisation de ces recensements qui posent problème à Gbemé Koyo. L'Assemblée nationale est arrivée à la fin de son mandat. La législature est terminée. Si, à la faveur, si ce n'est pas qu'à la faveur, donc, de la modification constitutionnelle de décembre 2002, on a dit, bon, il reste en place, jusqu'à ce que donc les entrants rentrent, oui. Mais on n'a pas d'assemblée. Ça va ouvrir une crise institutionnelle. Et donc, moi je dis, il faut savoir raison garder. La politique, c'est là du possible. Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée que la C14 ait demandé aux populations de boycotter, que même les leaders ne soient pas fait recenser, et qu'aujourd'hui, donc, bon, on ne sait pas. Ils ne seraient pas aussi candidats parce qu'ils ne sont pas recensés. Non, je ne pense pas qu'il faut appeler un chat, hein. Pas un chat, j'ai le code électoral, ce n'est pas mis dedans, mais d'une manière ou d'une autre. Pourquoi voulez-vous qu'on vote pour vous, alors que vous avez demandé aux électeurs de ne pas avoir la carte d'électeur? Ils vont voter avec quoi? Ils vont voter avec les mains vides? Ils vont aller voter avec quoi? Non, c'est que c'est dans leur... Ils vont aller voter avec les cartes de membres que vous leur avez données? Moi, ce que je dis, il faut qu'on fasse attention.
Nous souffrons tous. Nous sommes tous dans l'opposition. Nous voulons l'alternance. Mais moi, Kodjo, Agbeoumi, je refuse que quelqu'un, dans sa bêtise, nous crée des souffrances supplémentaires. Nous n'avons pas dit dans ce pays que pas de réforme, pas d'élection. Qui s'est présenté le premier? Il a consulté qui? Qui s'est présenté le premier comme candidat? On n'a fait aucune réforme. Quelqu'un se lève un matin, il a rêvé qu'il doit être candidat. Mais j'ai envoyé des gens chez lui, que tu ne vas pas gagner. Viens, on va faire ça autrement. On m'a répondu que non, il va gagner. Bon, écoutez, arrêtez tout ça, c'était la même chose. Et finalement, nous tous sommes payants. Parce qu'en 2015, on aurait pu obtenir l'alternance. Je l'ai dit, en 2015, nous aurions pu obtenir l'alternance. Si ça n'a pas été joué comme ça. Et puis, quand on parle, quand on donne des idées, parce qu'un parti politique, c'est un centre de production des idées. En 2015, suite à ce qui s'est passé à Ouagadougou, mais le pouvoir ici était frileux. Appelons du moins un chat un chat. Qu'est-ce qui va se passer chez nous? Nous avons réfléchi au niveau de notre parti quand on a envoyé le projet de modification de la loi constitutionnelle donc, à l'Assemblée et qu'il y avait des problèmes. Nous avons dit de considérer donc 2010, 2015 comme le premier mandat, 2015-2020 comme le dernier définitif mandat. On nous a insultés. Ce que je dis, Maître Agboibo dit la même chose, Maître Degler dit la même chose. On nous a insultés, on nous a humiliés. Quel est le problème du monde qui se pose aujourd'hui à cette classe politique aujourd'hui? Le départ de Faure en 2020. Pourquoi il veut se présenter encore en 2020? C'est tout. C'est demain. Du moins, mais par un truc, on dit que Faure n'est pas candidat en 2020. La crise est terminée. Je crois que c'est ça le problème. Mais on vous a fait des propositions intelligentes. Mais avant de faire ces propositions, on a pris des contacts. Aussi bien au Togo qu'à l'étranger. Et les gens disent, bon, il faut accepter ça. On était en train de dater ce truc. Mais les gens crient, non. Mais à la limite, on a le sentiment que c'est nous-mêmes qui constituons donc l'allié objectif de la conservation du pouvoir par uni. Alors, revenons à la CENI. Il y a toujours cette crise-là, puisque la C14 n'a toujours pas rejoint la CENI, comme dit dans la feuille de route, et pour cause avec cette situation, cette position de l'UFC qui n'est pas claire. Avez-vous compris quelque chose? Oui, moi je comprends. Oui. Puisqu'en principe, la feuille de route est claire que c'est la C14 qui envoie ses 8 membres, enfin, ou ses 5 membres parlementaires à l'Assemblée. Qu'est-ce qui est difficile là-bas? Nous étions membres de la CENI. On ne nous a pas désignés, mais on a voté pour nous. L'Assemblée nationale, la représentation nationale, a voté pour nous, après appel de mon appel à candidature. Mais dans le souci... Vous, parti extra-parlementaire, c'est ça? Oui, parti extra-parlementaire. Pour l'actuel... D'ailleurs, même de toute façon, nous devons dire aussi, vous voyez l'expression là, nous aussi, nous sommes des honorables députés, sauf qu'on nous a mis dessus des bancs de touche. Je pense que ceux qui m'écoutent là doivent comprendre également que, comme ils paient les députés là, nous aussi, nous avons la légitimité, puisque c'est eux qui ont volé nos places pour donner à d'autres. Il faut qu'ils fassent le point, qu'ils nous payent aussi. On va évoluer. Oui. Alors... Donc, je dis, le problème ne se pose pas. Donc, quand je le dis par rapport, et moi et Adja, il faut que ce soit clair. Moi, Agbeoumi Kodjo et Gérard Adja, nous sommes des honorables députés, forcés sur les bancs de touche, et nous nécessitons du monde qu'on nous paye aussi. C'est clair? Et puis je dis, je ne comprends pas de cette bataille. Oui. C'est, comment je dis, cette bataille tourne autour donc de la loi portant statut de l'opposition. Oui. C'est cette même loi qui confère donc à Jean-Pierre Fabre le statut de l'opposition. Je rappelle aussi que c'est la même loi également qui confère donc à J.Christ Olympio son statut de membre de l'opposition parlementaire. Mais moi, je dis que la loi est mal faite. Et ça aussi, il faut qu'on soit sérieux. La loi est mal faite. Elle est, quand de toute façon, elle n'a pas été votée par l'ANC. L'ANC a quitté la salle. Parce que l'ANC considère que c'est une loi taillée sur mesure pour récompenser J.Christ Olympio. Oui.
Mais il se trouve que Jésus-Christ Olympio n'a pas eu le nombre de députés nécessaires pour être chef de file de l'opposition. Donc le costume taillé pour Jésus-Christ Olympio, c'est celui-là que Jean-Pierre Fabre porte. Il faut que ce soit clair. Il n'a pas voté cette loi. Ok. Mais maintenant, je dis la loi est mauvaise. Bon, il ne peut pas demander qu'on refasse la loi puisque de toute façon, ben, il est du moins chef de l'opposition. Mais pourquoi de toute façon on fait des difficultés pour ça aujourd'hui? Il faut que les Togolais nous comprennent. Il ne peut pas demander qu'on refasse parce qu'à la limite, cette distorsion, moi je dis que la loi est mauvaise liée au fait que Jésus-Christ Olympio envoie des gens au gouvernement et dans l'Assemblée dit qu'il est dans l'opposition. Non. Ce qu'on nous a appris à l'école, et moi je pense que même l'étudiant de première année de droit le sait. Quand tu es au gouvernement, tu gouvernes. Quand tu es dans l'opposition, tu t'opposes. Tu ne peux pas profiter des avantages du gouvernement et en même temps revenir profiter. Donc, c'est ça, la loi est mauvaise. Vous savez, la politique, de tout temps, il y a un peu de ruse dedans. Donc, il y a une dose de ruse dedans. Et bien, c'est ça qu'on paie aujourd'hui. Autrement dit, cette loi a créé des scènes qui humilient la nation, qui humilient la représentation nationale. Oui, cette image-là, on voyait à l'extérieur la dernière fois, je crois que de toute façon, ça n'honore personne. Écoute, moi j'ai dirigé cette institution, et quand je vois un truc comme ça, je dis, mais qu'est-ce que les gens fabriquent ça? Et donc, je veux dire, notre convention a demandé au chef de l'État, a interpellé le chef de l'État de rassembler les protagonistes. C'est UNI, c'est l'ANC, c'est l'UFC, et de trouver une solution définitive à ça. Je ne vois pas pourquoi les gens cherchent à être représentés surabondamment à la CENI. Puisque, en fait, les résultats électoraux, en principe, se construisent dans les bureaux de vote. Et dans un bureau de vote, il y a 5 personnes dans le bureau de vote. Il y a une 6e personne qui relève de l'administration, mais qui n'a pas voix délibérative. Donc, dans les 5, il y a 2 de la majorité parlementaire. Il y a 2 de l'opposition parlementaire. Il y a 1 de l'opposition extra-parlementaire. Et on veille à ce que la direction donc, de ce bureau, il y a un président, il y a un rapporteur, mais les 2 sont de sensibilités politiques différentes. Quel est le problème? C'est-à-dire que quand tu as... Donc le travail ne se joue pas forcément à la CENI, c'est plutôt dans les bureaux de vote. Non, c'est dans les bureaux de vote. C'est dans les bureaux de vote. Mais maintenant, le problème, c'est que parfois, pour ne pas dire souvent, ce qui sort du bureau de vote, avant d'atterrir, du moins, mais à la CENI ici, peut-être donc subir, si vous voulez, des altérations qui le rendent inauthentique. Et c'est ça peut-être qui crée des problèmes de à Lomé ici. Alors, je crois que l'appel, comment on fait pour que ce qui sort des bureaux de vote soit exactement, de toute façon, le miroir de ce qui réfléchit, donc au niveau donc, de la CENI, donc à Lomé ici. Et donc, que vous soyez nombreux ou pas, la composition est simple. Je dis 2-2 plus 1. 2 majorités, 2 oppositions parlementaires, je m'entends, et 1 extra-parlementaire. L'administration, généralement, ils mettent le secrétaire général de la préfecture, bon, qui regarde. Voilà. Et donc, là, on met quelqu'un de l'administration, peut-être un enseignant, ceci, et on met, pour de tout en faire les 6. Voilà la composition des bureaux de vote. Et donc, quel est le problème aujourd'hui? Que, du moins, par la C14. Le problème, c'est que la feuille de route est claire, que c'est la C14 qui envoie à la CENI. Et voilà que l'UFC ne tend pas de la C14. Puisque la feuille de route, le comité de suivi, dans sa 2e réunion, a bien précisé qu'il s'agit il faut une application intelligente des textes. Quand on vous donne des textes sur le plan international et vous revenez donc localement, vous mettez de l'intelligence dedans. C'est-à-dire, en fait, les Togolais sont très passionnés. Dès qu'on fait ce truc-là, on dit, ah oui, il n'a pas marché, il n'est pas dans C14. J'ai dit, c'est cette loi alambiquée dont jouissent à la fois donc Jean-Pierre Fabre et Jésus-Christ Olympio qui crée le problème. Et donc, nous pensons que dans la prochaine législature, puisque de tout temps nous serons à l'Assemblée nationale, tiens, vous le répétez. Je le répète parce que je crois que c'est une façon pour le pays même de s'humilier, du moins de dire qu'il humilie un ancien président de l'Assemblée nationale en volant ce suffrage et en donnant à quelqu'un d'autre. C'est la honte, ça.
en volant ces suffrages, en disant que on pense que c'est moi qu'on humilie, mais ils s'humilient eux-mêmes. Et donc, je serai à l'Assemblée nationale parce que je sais ce que j'entretiens avec ma population. Je serai à l'Assemblée nationale. Et si je vais à l'Assemblée nationale, on va revoir cette loi. Parce que d'une manière ou d'une autre, regardez, cette petite ruse-là, mise dans cette loi, tous les dégâts que ça fait aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire. Et comment s'en sortir finalement pour régler ce problème définitivement? Tu sais, il me semble que c'est nous qui voulons l'alternance. C'est nous qui voulons le changement. Et il ne faut pas oublier les relations qui existaient entre Jésus-Christ Olympio et ses propres enfants qui le combattent aujourd'hui. Ah oui? Parce que bon, ses propres collaborateurs, oui. Oui, bon, ses propres collaborateurs qui le combattent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se souvenir du passé et essayer de construire quelque chose ensemble pour s'en sortir? Mais unir. Que Jésus-Christ Olympio est venu aider en signant donc le contrat de gouvernement avec lui donc en 2010. Unir aussi la formation politique unie. Peut-être faire l'effort aussi en disant que, écoutez, venez, on discute là. Jésus-Christ n'a qu'à rester dedans. Nous assumons. Parce que, je dis, que tu es 8, que tu es même les 17, c'est structuré d'une certaine manière. Donc, ce n'est pas le nombre de gens que tu as au niveau de la CENI qui permet donc d'avoir plus de gens donc, au niveau de choses. Parce que, bon, allons-y, l'opposition parlementaire, ils sont combien? Les autres ont eu combien? 62. Donc, ils sont 20, 62, 28, c'est ça? 62, 28, non, 29. 62, 91. Ils sont 29. Mais ils sont 29. Mais ils ont 2. C'est-à-dire que quand je prends toute l'opposition de 29, ils sont représentés de moins dans le bureau de vote par 2. Les autres sont 2. Ils sont représentés par 2. Donc, je dis, le fait de chercher à avoir un surnombre au niveau de la CENI, je ne vois pas à quoi ça sert. Si ça ne cache pas des arrière-pensées. Ok, Agum Kodio, merci pour vos explications. Alors, votre mouvement s'inscrit donc dans cette logique d'alternance. Et comment peut-elle accompagner le processus maintenant de dénouement de crise? Bon, je pense que nous allons travailler avec, en tout cas, les gens de bonne volonté au sein de la C14 et au sein de l'ensemble de la classe politique pour trouver des points de convergence. Parce que d'une manière ou d'une autre, il y a une seule réalité ici, c'est le changement. Oui. Hier, vous étiez sur le toit de la VTCI. Aujourd'hui, vous êtes ici. Où est-ce que vous serez demain? Seul Dieu le sait. La seule réalité, c'est le changement. Je pense que le Togo a besoin de toute façon de connaître une nouvelle expérience pour pouvoir... Bien sûr, hein, je dis bien sûr, les alternances n'ont pas toujours donné ce que les gens veulent. Oui. Je prends ici, tous les jours, de toute façon, tout le monde se demande si on peut se lever pour aller au boulot. Il y a des morts tout le temps. Et il y a des... Bon, les gens regrettent celui qui est parti dans les conditions que vous savez. Là aussi, les gens sont en train de crier. Donc, je dis, si nous aimons notre pays, nous pouvons trouver une formule qui puisse, même en faisant l'alternance, que nous puissions maîtriser, si vous voulez, les choses et créer un environnement de paix et de prospérité partagée à nos populations. C'est cela. Alors, ce fichier électoral dont on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a possibilité de le revoir? Parce que quel scénario, par exemple? Non, c'est-à-dire que pour le moment, ils ont fini. Oui. Moi, j'ai discuté ce matin avec le président de la CENI avant de venir. Ils ont fini. Maintenant, ils vont faire la compilation. Quand on fait la compilation, et tout ce qui est comme, comment je dirais, problème, notamment de toute façon, les mineurs là, dont nous avons vu les cartes. Vous avez fait des enquêtes, est-ce que ça s'est avéré que effectivement de ces cas qu'on a vus sur les réseaux sociaux? Quand vous regardez le visage de quelqu'un, même s'il a 18 ans, on le sait. Donc c'est des mineurs. Mais maintenant, qui était à l'origine de ça? Parce que j'ai entendu le relevé des communiqués du Conseil des ministres qui disait que il faut ouvrir une enquête, trouver ceux qui ont fait cette manipulation-là et tout ça. Donc j'ai dit, il faut apurer
ce code électoral, là, enfin, ce fichier électoral, bon, des éléments qui n'ont pas leur place. Et une fois, du moins, que on arrive à avoir un fichier national donc complètement épuré, appelé les acteurs politiques ou envoyés aux différents acteurs politiques qu'ils analysent. Moi, j'ai une clé qui me permet de tout comme ça, de savoir si c'est bon ou pas. Et donc, ils n'ont qu'à produire cela et puis de toute façon, on parlera. Je reprends. C'est-à-dire, en fait, on connaît la structuration électorale. Oui, c'est ça. On connaît la structuration. On connaît la structuration donc des populations de notre pays. Et donc, par ricochet, on sait du monde comment le truc doit être structuré. Région maritime, région des plateaux, région centrale, région de la Cara, région Savon, on connaît. Il y a des clés. Dès qu'on donne ça, on regarde, on fait les tests. Si c'est dedans, on saura. Si c'est pas dedans, mais nous le dirons de la manière la plus officielle. Parce qu'en fait, bon, ça aussi, on perd facilement une élection lorsqu'on a, comment je dirais, un mauvais fichier national. On perd facilement une élection. La question du découpage électoral aussi pose problème. Moi, si les gens de C14 avaient eu l'humilité de toute façon de se rapprocher de nous et de demander de toute notre vision, je rappelle. Donc, je rappelle que lorsqu'on faisait donc l'APG, j'étais en ce moment-là donc dans la formation politique Alliance. Maître Agouibo avait envoyé des émissaires demander comment vous voyez le déroulé. Quels sont les sujets importants que vous souhaitez, du moins qu'on débatte au cours au cours de ce dialogue. Nous l'avons fait. Bon, ceux qui sont partis nous représenter au niveau donc, de ce dialogue-là, parce que ils nous ont représentés malgré nous. Il y a quand même au moins une centaine de partis politiques donc, qui ont été, en tout cas, laissés sur le carreau. C'est-à-dire que, on dit que nous, bien qu'on ait une voix, on dit qu'on n'a pas voix au chapitre. Et donc, si on nous avait consulté, je leur aurais dit que le seul problème que vous devez avoir donc, au cours de ce dialogue-là, ce n'est pas le débat immédiat de forme. Ce n'est pas le retour à la Constitution de 92. Je dis, mais c'est impossible parce qu'il y a tellement d'actes qui ont été pris après la modification. Quand vous demandez de revenir à C92, il faut annuler. En tout cas, bref, techniquement, les juristes vous diront, on peut modifier, mais les actes là-dedans deviennent quoi? Je ne sais pas si tu veux. Quand tu prends un acte, tu vises la Constitution, mais quand tu annules, tu reviens. Bref, ça créerait tout le monde trop pour le boulot. Il fallait une seule chose. Nous constatons aujourd'hui, et tout le monde est d'accord là-dessus, qu'à l'Assemblée nationale, il y a un dysfonctionnement entre le nombre de suffrages réalisés par l'opposition et le nombre de sièges qu'on leur attribue. C'est-à-dire, l'opposition a plus de suffrages à l'Assemblée nationale, mais moins de sièges. Alors que le parti au pouvoir a moins de suffrages, mais plus de sièges. C'est cette équation-là qu'il fallait mettre devant. Ça, là, si on avait résolu cette équation, je crois quand même que nous pourrons dire, bon, on est en train de trouver le chemin de l'alternance. Mais les gens du monde disent, dans la passion, parce que le peuple, bon, allez, on peut de toute façon faire partie d'un fort. Je ne dis pas qu'il faut, parce que vous savez, vous interprétez mal les choses dans le pays. Je ne dis pas qu'il faut. Non. La clé pour de tout avancer, là, c'est de toute façon ce que vous avez dit. Oui, résoudre ce problème. Et ça suppose de toute façon que nous ayons, du moins, comment dire, qu'on fasse le redécoupage autrement. Si ce n'est pas ça, donc, qu'on fasse le redécoupage autrement. C'est ce découpage-là actuel qui, de toute façon, entraîne cette distorsion. Et pour moi, si je devais conduire une délégation pour revendiquer quoi que ce soit, je passerai par là. On revoit cela. Parce que, bon, un homme, une voix. C'est ça. Et nous sommes à 2 mois de ce scrutin. Si jamais vous devez respecter l'échéance proposée par la CEDEAO, est-ce que dans les conditions actuelles, on pouvait arriver à cette échéance? De toute façon, vous savez, je disais chez un de vos confrères, du moins la dernière fois, que celui qui veut
avaler une noix de coco, c'est qu'il a des garanties pour la sortie. C'est ça. Ben, j'entends sur les médias que de toute façon, le 20 décembre est irréversible. Que le 20 décembre, on va aux élections. Nous, formation politique, désireuse de disposer de quelques sièges de monter à l'Assemblée nationale, nous nous préparons. Quelles que soient les conditions. Non, écoutez, pour le moment, les conditions peuvent s'améliorer. Mais si j'attends que les conditions soient améliorées avant que je me prépare, je risque de ne pas y aller. Donc, je me prépare. Et puis, vous savez, on ne va pas y aller à n'importe quelle condition aussi. Il faudrait qu'il y ait des conditions d'équité, de justice, de transparence, tout ce qu'on peut mettre en œuvre et qui peuvent, tout ce qu'on peut mettre en œuvre et qui peut donc permettre un scrutin de toute façon crédible après. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans ces conditions de la médiation? Est-ce que elles peuvent faire autrement pour nous aider encore, pour nous propulser encore, ou bien... Non, je pense que la CENI actuelle est assistée donc par un ancien président de la CENI et une vice-présidente donc de la CENI. Je crois que les deux, il y a un qui doit venir donc de la Côte d'Ivoire et l'autre du Niger. Les experts électoraux? Pardon? Les experts électoraux. Ouais. Donc, est-ce que cela suffit à garantir la crédibilité de la chose? C'est pour ça que j'ai dit, pour le moment, de mon point de vue, le processus est mal parti du côté de toute façon de C14 et de l'ensemble de l'opposition. Puisque nous ne sommes pas organisés pour pouvoir suivre de près l'enrôlement des électeurs. Et je dis, la triche par le fichier électoral également existe. Et je dis, c'est d'autant plus grave qu'en en 2015, nous avions tous dénoncé le fichier précédent. Donc, pour construire un nouveau, voilà. J'entends qu'on va reprendre. Bon, si le Togo a suffisamment de temps et les moyens. Oui, on entend dire qu'on donne encore quelques 2-3 jours pour donner la chance à ceux. Non, ça, c'est du côté de la CENI, ça. Oui. Mais j'entends du côté donc de la C14 que il y a beaucoup de chances qu'on reprenne donc le recensement. Je ne sais pas de toute façon sur quoi il compte, mais bon, si c'est ça du moins ce qui permettra aux Togolais de se faire confiance, de penser que les processus électoraux qui viendraient du moins seraient du moins plus transparents. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est ça. Bien, merci M. Benkoyo pour ce temps que vous passez chez nous ici pour nous expliquer ces faits de société de chez nous. Ce débat tire à sa fin. Alors finalement, qu'avez-vous à dire comme message, votre dernier mot, votre message, avec quel espoir, quelle crainte pour l'avenir, pour la réussite, pour l'échec du processus en cours? Vous savez, le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement est symbolisé par un jarre qui repose sur un coussinet. Le coussinet, c'est la Constitution, c'est les lois organiques, c'est les lois donc ordinaires, c'est l'ensemble des textes sur lesquels donc repose ces jarres qui symbolisent la nation. Ces jarres donc versent de l'eau dans une calebasse. La calebasse, signe de partage. La calebasse du monde, c'est le peuple qu'on sert. Parce que notre philosophie, c'est la prospérité partagée. Cette même jarre-là contient l'ensemble des richesses de la nation. Vous savez, la jarre est fragile. Si certains se croient au-dessus des lois et violent et la Constitution et les lois de la République, ils mettent la vie de toute la nation en danger. Il faut que le respect des lois et des textes fleurisse. Ici, vous trouvez quelque part. On dit prendre, se servir du denier public à des fins privées ou violer la loi. Quand on viole la loi, il faut qu'il y ait des sanctions. Bref, je vais inviter mes compatriotes à demeurer dans l'espérance. Que la seule réalité aujourd'hui que nous tous nous partageons, c'est le changement. Et que le changement, on ne peut pas lutter contre le changement. Ceux qui luttent contre le changement de tout temps, ils vont perdre. Je reprends. Ceux qui luttent, c'est que le changement, c'est une réalité.
Mais dire qu'il n'y aura pas de changement, je crois quand même que vous risquez d'avoir des difficultés. J'invite donc le peuple togolais à la confiance, à l'espérance, à la foi en l'avenir de notre pays. Voilà ce que j'ai dit, tout en disant que tous les patriotes qui se reconnaissent dans notre philosophie, nous les invitons à nous rejoindre massivement. Notre siège se trouve à Djibouti. C'est cela. L'appel est entendu, mais je retiens surtout cette espérance, à l'avenir meilleur, et cet espoir, parce que justement c'est dans le désespoir que l'espoir est le plus vivace. C'est sur ces mots que se referme cette émission Rencontre Échange. Merci à vous, M. Agboum-Kodo, d'être venu dans ce studio. Merci à amis téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres échanges. Au revoir et à très bientôt. Merci. Merci.